Bonjour à tous. On a Actu Matin ce matin le sujet de la crise entre le Bénin et le Niger. Il y a une grande mobilisation des partis politiques en soutenant les actions du chef de l'État qui applaudissent ces diverses décisions. Il explique le cas surtout des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, à l'exception de celui de l'opposition. On va faire le tour rapide des informations à la une des productions de la presse tout à l'heure pour le point sommaire. En attendant, la revue de presse en fin d'émission. Au-delà des propos et prises de position et des déclarations diverses de soutien et de dénonciation de part et d'autre, deux questions s'imposent fondamentalement. D'abord, comment vivent les transporteurs dans cette affaire, qu'ils soient béninois ou nigériens? Question à poser à notre invité, Rabiou Garba, est président du Centraïna, un syndicat des transporteurs du Bénin. Il sera sur ce plateau dans un instant. Ensuite, comment s'en sortir? Et que faire pour arrêter la saignée? Interrogation au cœur donc de nos échanges ce matin. L'instant débat, c'est dans une heure environ, comme vous le savez. Nous allons explorer les voies et moyens pour une sortie de crise entre deux pays frères, amis, il y a bien des années. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer, la une des journaux ce matin. Général Bian Robert, député à l'Assemblée nationale entre le Niger et le Bénin. Il existe un lien de coopération militaire, un lien historique bien évidemment, de coopération militaire. Déclaration de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'UP, le Renouveau et le Bloc républicain exhortent la junte nigérienne au dégel. Le matinal crise entre le Bénin et le Niger, les partis politiques, la position des partis politiques. Et puis stockage illégal de cajou et de soja des magasins fermés à Parakou. Crise entre le Bénin et le Niger, UPR, le Renouveau, soutient les mesures du gouvernement, la Chine en position de médiateur. Le potentiel, avec cette information qui pourrait vous intéresser, est totalement en bas. Eh bien, transportant plus d'1 milliard de francs CFA dans un sac d'oignons, un Ghanéen mis aux arrêts par le commissariat de Sémékraké. Les quatre vérités, bras de fer entre le Bénin et le Niger, avalanche de soutien et de propositions à Patrice Talon. Les FCBE exhortent le gouvernement à prioriser le dialogue et la voie diplomatique. Soglo propose la médiation du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique. Les groupes parlementaires BR et UPR soutiennent les décisions de Patrice Talon. Achetez donc le journal et découvrez un peu la position de chacun de ces acteurs. Matin libre, bras de fer entre le Niger et le Bénin. Et SIAI était proposé médiateur. La boussole, mettons, supposée base militaire française au Bénin. Laurent Briand parle d'accusations infondées et invite le Niger à la négociation. Le grand jury, bras de fer entre le Bénin et le Niger. Le président Nicéphore Soglo s'invite dans la résolution de la crise. Décryptage info, soutien aux populations déshéritées qui touchent du Parlement pour plus de 289 milliards de francs CFA dans le social au Bénin. Le quotidien L'Indépendant, protestation contre la vie chère et la faim. La CSTB porte-t-elle une revendication politique? Psychopathe Gate, Angela Kpeidja abdique devant la criette. Nous sommes avec First Info, Coupe d'Afrique scolaire U15. Le Bénin amorce la dernière étape de sa préparation. Voici chez vous maintenant l'événement du jour. Crise entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement reçoit le soutien des députés UPR et BR. Le Télégramme, examen de décret portant ratification d'accord. L'Assemblée ratifie plus de 289 milliards de francs CFA en faveur du social. Le panier de la ménagère et cherté de vie. L'aileron de dinde accessible aux ménages selon le journal Nassiara. Le Soleil Bénin Info, face à la crise Bénin-Niger, le surprenant silence de l'opposition. Quotidien d'Abarou. Borgou, sensibilité au conflit, cohésion sociale et paix. La DICAP décroche un partenariat auprès de la Fondation Peace Nexus. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Général Robert Bian, député à l'Assemblée nationale, entre le Niger et le Bénin. Il existe un lien historique de coopération
militaire. Déclaration de soutien des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, l'UPR et puis le bloc républicain exhortent la junte militaire nigérienne au dégel. Voilà donc les informations à retenir à la une de production ce matin. Dans Fraternité, vous avez à la page 2 par exemple, je dois lire l'essentiel des déclarations des groupes parlementaires UPR et BR qui soutiennent les positions et décisions de Patrice Talon et dénoncent même, notamment l'UPR, dénoncent même l'analyse et la position du Parti Les Démocrates. Achetez le journal. Aux pages 2 et 3, vous avez l'intégralité des déclarations donc, de ces groupes parlementaires qui soutiennent les actions du chef de l'État. À la page 9, vous avez l'actualité en international avec cette belle remarque du nouveau gouvernement en place, celui qui a succédé à celui de Macky Sall. Il y a une sorte de continuité dans l'action diplomatique sénégalaise, à faire remarquer donc Diomaye Faye un peu pour dire que tout n'est pas mauvais, en tout cas dans la gouvernance. Macky Sall, un peu comme pour prendre le contre-pied de ce qui se fait traditionnellement ailleurs, ou quand le nouveau vient, tout ce que l'ancien a fait est mauvais. À la page 10, vous avez l'actualité sportive avec notamment la CAN de U17 qui se prépare activement, notamment avec un zoom sur le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria. Eh bien, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, Ali Moumouni viendra par ici partager avec nous les informations sportives tout à l'heure. Il aura un invité au téléphone. Je ne dévoile pas son identité. Lui-même le fera tout à l'heure. Et puis, vous avez justement quelques échos du mercato, notamment de l'autre côté, en Europe. Alors, qui sont ceux qui bougent? Qui sont ceux qui stagnent? Qui sont ceux qui ne bougent pas? Achetez Fraternité et informez-vous. Maintenant, on va passer au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin de l'information à suivre, les images de la remise des copies figurées de l'aide de créance du patron de la diplomatie béninoise, Olusegun Ajadi Bakari, le nouvel ambassadeur de la République de la Corée, était en audience hier au cabinet du ministre des Affaires étrangères, lui que vous avez à l'écran. Les deux hommes ont discuté notamment du renforcement de la coopération entre les deux pays amis. Et puis nous ferons un point de la tournée de sensibilisation et d'information du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sur le mécanisme d'octroi du microcrédit à la FIA dans les communes du Bénin. Avant-hier lundi, c'était le tour des relais communautaires, associations, groupements de femmes des marchés et élus locaux de la ville de Cotonou. Essentiellement, nos reporters nous disent qu'il y a deux étapes qui ont marqué justement cet événement-là. Voici le bulletin de l'information. À Cotonou, il y a un nouvel ambassadeur de la Corée qui représente justement son pays. Au Bénin, il a été reçu en audience mardi au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Teddy. Absolument, Tanguy, l'homme est allé présenter ses lettres, ses copies de figurés de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise. Il s'agit bien de Olusegun Ajadi Bakari. Les deux hommes ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays. Bien d'autres sujets ont également meublé leur discussion. On va suivre l'ambassadeur de la Corée à sa sortie d'audience. I really appreciate a nice welcome from Benin people and je viens de remettre mes copies figurées au ministre des Affaires étrangères. J'en profite pour remercier le ministre des Affaires étrangères et tout le peuple béninois pour l'accueil combien chaleureux qui m'a été réservé. Et c'est pour cela que je voudrais aussi dire que ma rencontre avec le ministre ce matin a tourné autour des entretiens visant à renforcer davantage la coopération qui unit le Bénin et la Corée. Il s'agit donc de continuer à construire ce qui est déjà en route et à mettre en route ce qui ne l'est pas encore. C'est pour cela que nous envisageons la visite dès début juin du chef de l'État du Bénin, M. Patrice Talon, et pour que ce qui est chaleureux continue d'être chaleureux entre le Bénin et la République de Corée. a good, bright future if we cooperate together. So those are the main issues we discussed together.
Il faut dire que la journée d'hier était très chargée pour le ministre des Affaires étrangères à la suite de l'ambassadeur de la Corée, Olusegun Adjadi Bakari, a également reçu à son cabinet Aminatou Sarr, nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, qui a également remis les copies de ces lettres de créance, comme vous le constatez sur ces images. De quoi ont-ils discuté? Détails à suivre dans nos prochaines éditions. Autre volet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance poursuit sa tournée de sensibilisation et d'information sur le mécanisme d'octroi du microcrédit à l'AFIA dans les communes du Bénin. Lundi dernier, c'était le tour des communes, c'était le tour des relais communautaires, associations et groupements des femmes des marchés et élus locaux de la ville de Cotonou. Les échanges ont eu lieu à la mairie de Cotonou pour la première étape et à Kogbato, c'est bien dans la commune d'Abomey, Calavi pour ce qui concerne la seconde étape. Ingrid Der et Henri Ganti étaient de la partie. Lancé en octobre 2020, le microcrédit à l'AFIA a fait son petit bonhomme de chemin. Plus de 35 milliards de francs CFA ont été éjectés dans ce projet pour impacter plus de 650 000 Béninois. Cependant, le nombre de personnes n'ayant pas encore accès à ce crédit d'apprentissage reste non négligeable. C'est fort de ce constat que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entrepris une tournée de sensibilisation et d'information sur le mécanisme d'octroi du microcrédit à l'AFIA dans les communes du Bénin, ce qui justifie la présence de cette délégation composée du directeur général du Fonds national de la microfinance, des directrices départementales des affaires sociales et de la microfinance du littoral et de l'OME, puis du conseil technique du ministre, ici au milieu des relais communautaires, leaders d'opinion, associations et groupements des femmes des marchés et élus locaux de la ville de Cotonou. Le microcrédit à l'AFIA est destiné aux personnes qui ont de potentialités pour mener des activités génératrices de revenus, mais qui n'ont pas de ressources financières pour démarrer ou pour accroître ce qu'ils font. Lorsque vous prenez le microcrédit à l'AFIA, que ce soit pour la première phase qui va de 30 000 à 50 000, ou pour la seconde phase qui va de 50 001 francs à 100 000, lorsque vous voulez rembourser sur 6 mois, c'est 4% le taux d'intérêt. Si c'est sur 10 mois, c'est 8%. C'est une journée bien chargée pour ces envoyés du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Après l'étape de la mairie de Cotonou, les voici ici à Kogbato pour porter l'information à cette assemblée. Qui peut bénéficier du microcrédit à l'AFIA? Quelles sont les pièces à fournir? Ses avantages? Comment et suivant quelle fréquence doit-on rembourser le crédit? Autant de questions qui ont été élucidées à l'occasion. Autant les femmes peuvent bénéficier de microcrédit à l'AFIA, mais autant les hommes de 18 à 60 ans, ils peuvent aussi en bénéficier. Et nous vous avons invité pour vous demander de regarder à partir de ce soir, de regarder tout autour de vous. Il y a énormément de femmes, il y a énormément d'hommes dans nos quartiers qui ont besoin juste de 30 000 pour démarrer la vente de Tali-Tali, mais qui ne connaissent pas le microcrédit à l'AFIA. Alors nous vous avons appelé ce soir pour vous expliquer toute la procédure de microcrédit à l'AFIA afin que vous soyez nos porte-parole. Désormais ambassadeurs, ils sont à leur tour missionnés pour porter la bonne nouvelle à leurs proches afin qu'ils bénéficient eux aussi du microcrédit à l'AFIA. Pour mieux les outiller, les échanges sont pour la plupart faits dans plusieurs langues locales. 73 20, c'est le numéro vert à appeler pour les curiosités et plaintes. Merci à vous, Ingrid Der. La sauvegarde et la préservation de l'environnement constituent de plus en plus une préoccupation au niveau de toutes les couches de la société. Et quand la lutte prend en compte les plus jeunes, elle est porteuse d'espoir. C'est le cas du programme de la Société de gestion des déchets de la salubrité dans certaines écoles comme le Collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou, où l'éco-citoyenneté est désormais promue. Les élèves du Collège d'enseignement général de Bégamé à l'école de l'éco-citoyenneté
Un programme scolaire initié par la Société de gestion des déchets et de salubrité qui a duré 3 jours. Il permet aux apprenants de savoir sauvegarder et préserver leur environnement. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire initié par la SGDS a été pensé parce que nous voulions sensibiliser les élèves sur le développement durable, sur la gestion des déchets, sur le tri et la valorisation des déchets. Montrer le lien qu'il y a entre bien gérer les déchets et l'économie circulaire qui peut en résulter. D'où les nombreuses activités que comporte le programme, à savoir les jeux éducatifs sur le développement durable, les jeux sur le tri, sur les déchets. Nous avons aussi le volet production de biogaz. En 3 jours de sensibilisation, les élèves ont appris beaucoup de choses. La préparation du compost, l'aménagement de carrés potagers, la mise en terre, l'entretien. Une satisfaction pour tous. Durant les 3 jours qu'on a fait, j'ai appris qu'est-ce qui forme les composts. J'ai appris comment on pique, comment on dépique. Et depuis quelques mois, cela a porté beaucoup de fruits. On a planté les carottes, le gombo, le crin-crin et du piment. C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons accueilli ce projet. Et ce projet de promotion de l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Et je crois que c'est une aubaine. En ces moments où les problèmes environnementaux se posent avec acuité, je crois que pour résoudre ces problèmes, il faut aller à la base. Et la base, c'est l'école. Grâce au programme, les élèves peuvent entretenir un jardin scolaire. Cette phase pilote du programme a retenu 50 établissements scolaires publics et privés de l'espace Grand Okoui. Voilà, merci à vous, Asion Bonkanyi, Asion. Ce sera tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Tanguy Agoy, je vous retrouve lundi prochain. Absolument. Votre charge s'arrête ici pour la présentation donc, du bulletin d'information pour le compte de cette semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, bon week-end par anticipation. On va se revoir certainement le mardi. Parce que si mes informations sont précises, le lundi devrait être en principe chômé et payé au Bénin. Bonne journée. Absolument, Tanguy. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, vous devez avoir droit tout de suite aux informations sportives. Mais je vous propose celle économique avec de bonnes nouvelles pour le Bénin. Le bureau de la Banque mondiale au Bénin a présenté lundi le rapport de son étude sur les perspectives économiques du Bénin. Selon les détails de ce document, qui est à la 2e édition, croissance économique durable et résiliente dans les décennies à venir dépendra des efforts d'adaptation et de financement des investissements climatiques. À cette occasion, les experts de la Banque mondiale ont annoncé que la croissance annuelle devrait... Pour assurer sa mission d'accompagnement et de soutien au Bénin afin de réduire la pauvreté, la Banque a fait le pari de son étude. Suivant. Donc, le premier, c'est qu'on montre très clairement que l'économie béninoise a été résiliente, avec un taux de croissance de 6,4% en dépit de tous les chocs qu'on a connus durant cette année 2023, aussi bien au niveau régional, mais au niveau national, avec les retards de pluie, chocs climatiques, mais aussi au niveau des pays voisins. Et puis, quelque chose de très important, c'est qu'on voit qu'il y a la consolidation budgétaire qui est en cours et qui a permis au Bénin de réduire son déficit budgétaire de manière substantielle, qui est passé de 5,5% du PIB en 2022 à 4,1%.
Et cela résulte principalement d'une amélioration de la mobilisation des ressources, d'à peu près 0,7 points de pourcentage de PIB, mais aussi d'une baisse de certaines dépenses et aussi. Donc, c'est les deux principaux facteurs ayant contribué. Et tout ceci a permis, quelque part, de ralentir l'accélération de l'accumulation de la dette qui, même si elle continue d'augmenter, atteignant 54,5% en 2023, on voit que le rythme de croissance a fortement chuté. La fin de la subvention de l'essence au Nigeria en mai 2023. Les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement par suite de fermeture de la frontière avec le Niger et les pressions croissantes de la demande ont entraîné une augmentation de l'inflation à 2,8% en 2023, en dessous de la moyenne régionale de 3,7%. Donc on remarque que le Bénin, premièrement, a une spécificité en termes d'inflation. On a un taux d'inflation en 2022, pendant qu'il y avait cette crise mondiale 2022. Le Bénin a maintenu un taux d'inflation qui était relativement bas. En 2023, effectivement, on voit qu'il a presque doublé, passant d'environ 1,4% à peu près 2,8%. Toutefois, on prévoit, nous, que ce taux d'inflation va baisser sur le moyen terme, mais on remarque durant ces dernières années, surtout pour 2024, une augmentation d'un certain nombre de prix, notamment le prix des céréales. Mais de manière globale, on anticipe une baisse des prix. La seconde partie du rapport se penche sur les vulnérabilités de l'économie béninoise face au changement climatique. Conformément aux projections du rapport national sur le climat et le développement, l'étude documente qu'en l'absence d'efforts d'adaptation supplémentaires, les changements climatiques pourraient entraîner des pertes économiques croissantes. Il s'agit de les vulnérabilités du pays au changement climatique et la nécessité de l'adapter le plus tôt possible jusqu'à 2030 sera le plus urgente. Et pour ne pas avoir des impacts très négatifs jusqu'à 2050. Par exemple, ce que le rapport indique est que le PIB moyen annuel aura un impact avec 19% jusqu'à 2050 si rien n'est fait au pays. Également, il y aura une pauvreté extrême augmentée qui atteindra 1 million de personnes. Donc voilà, aujourd'hui nous avons présenté les résultats principaux, y compris avec l'adaptation, on aura une diminution de la pauvreté et également on aura une diminution de perte PIB à la moitié. Face à ces problèmes, la spécialiste en environnement à la Banque mondiale, co-auteur du rapport, propose de remédier aux vulnérabilités du système de santé, en particulier celles exacerbées par les changements climatiques, afin de renforcer la résilience des services de santé, d'éducation et de protéger le capital humain. De réduire ou stopper la déforestation le plus tôt possible, de diversifier les cultures agricoles, et également inclure des irrigations efficientes, entre autres mesures, dans le système d'adaptation climatique d'agriculture. Dans le secteur de l'eau, il s'agit d'améliorer la gestion de l'eau, augmenter les ressources hydriques et également l'assainissement de l'eau. Nous avons également présenté la nécessité de rendre résilientes des autres secteurs comme l'infrastructure, le transport, le secteur urbain et du côté human capital, la santé et l'éducation. Le même rapport permet aux experts de la Banque mondiale de faire plusieurs recommandations. We encourage the government to enlarge the tax net to make sure that the tax base covers those that are not paying tax. They should contribute to the development of the country and also to ensure that there is formalization of countries, of enterprises that are not, that hide in the informal sector. Government must find effort to tax the hard to tax. They must be able to contribute to it. The private sector could help the government to be able to pay for climate. And we encourage the government that when the PPP contract, PPP law, which is in Parliament, is passed, they should ensure that they have included the private sector in the local private sector in the contracts they prepare. They ensure that the benefits of and the profits from
PPP contracts benefit the people. We also encourage them that in areas that are not well developed, the government could send some of the PPP contracts to those areas. We also encourage the government to ensure that enterprises like associations like FUNAGA is reactivated so that FUNAGA will be able to provide guarantees to small enterprises. They need the resources, they need the guarantee to be able to grow, to be more productive, to produce more, to make more profit, and to be able to pay taxes. Pour les années à venir, on estime la croissance à 6,3% en 2024, avec une moyenne pour les périodes 2025-2026 à environ 6,2%. Et cette croissance sera principalement portée par les investissements, notamment avec l'expansion de la zone économique spéciale, mais aussi un rebond au niveau des exportations qu'on espère qui sortira de cette zone économique spéciale, qui permettra de booster la croissance économique. En priorisant l'adaptation et la résilience au changement climatique, le Bénin pourrait réduire considérablement la pauvreté et permettre à près d'1 demi-million de personnes de dépasser le seuil de pauvreté. Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Venez dès aujourd'hui dans votre showroom Néo et Allo de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Joyeuse fête, maman. Je l'ai dit au début de cette émission, voici donc les informations sportives avec notre invité ce matin, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous avez prévu recevoir au téléphone Damien Tolomissi, il est 3e vice-président de l'APS, chargé des relations avec les autres associations. Oui, Damien Tolomissi est notre invité en ligne au téléphone ce matin. On va parler avec lui des journées Média Bénin 2024. Il y a donc cette implication de l'association de la presse sportive du Bénin. Et donc, Damien, bonjour. Bonjour Ali Moumouni, bonjour amis téléspectateurs inconditionnels de Actu Matin. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin avec vous. Comme je le disais tantôt, on va parler des journées médias. Pardon, je vous présente. Vous êtes le 3e vice-président de l'APS Bénin, chargé des relations avec les autres associations. Tanguy a déjà bien planté le décor. Alors, pour ces journées médias, alors, depuis quand l'APS se retrouve-t-elle dans le programme des journées médias Bénin? Non, c'est à partir de cette année. Vous savez très bien que APS Bénin a été mis sous les fonds baptismaux en juillet 2023. Oui. Mais avant cela, nous avons une association, c'est de la presse FC, qui joue avec une équipe. Et bien avant, Elan Média, dirigé par Gisèle Adimi, a voulu en temps s'associer avec nous sur les événements sportifs. Et cette année, comme APS Média, l'APS Bénin, présidé par Akemi Seydou, on a décidé de travailler ensemble sur ce projet de développer et d'accompagner les fédérations sportives à travers la discipline. Alors donc maintenant c'est donc un partenariat entre APS Bénin et Elan Bénin. Oui, effectivement, nous travaillons ensemble sur ce projet pour célébrer les journées médias par rapport à la journée internationale de la presse. Alors, on se rappelle que l'année dernière, sur les images, bien entendu, grâce à la réalisation, vous êtes intéressé à la pratique de la pétanque. Alors, pourquoi cette fois-ci, c'est le beach volley qui a été choisi? L'année dernière, je vais revenir par rapport à l'année dernière. L'année dernière, nous sommes intéressés à la pétanque et au beach volley. La pétanque, pourquoi? Parce qu'il y avait le mondial de la pétanque que le Bénin organisait. Donc, on voulait donner un signal fort pour que le peuple puisse suivre le pas. Et au niveau du beach volley, il y avait la compétition de la zone 2 organisée par le président Ali Yawo et son bureau. Mais cette année, nous avons voulu nous avons choisi le beach handball. Parce que la Fédération béninoise de handball a décidé de révolutionner cette discipline sportive qui, par le passé, a permis à une équipe béninoise d'être championne d'Afrique.
Donc, on s'est dit pourquoi ne pas se mettre sur ce projet avec la Fédération de handball. Et du moment qu'au niveau de cette fédération, il y a un travail de base et de structuration qui se fait. Alors donc, c'est d'une manière ou d'une autre un programme pour mettre en lumière le beach handball et donc accompagner les dirigeants pour le développement de ce sport-là. Alors, comment va se dérouler la journée? Donc, la journée va se dérouler le samedi 18 mai prochain, c'est-à-dire que le samedi prochain, au niveau de la plage Erevan de Cotonou, ça va commencer à 7h à travers une séance de fitness. Après, il y aura une petite communication au niveau des règles de beach handball. Et place sera faite maintenant au jeu où nous aurons beaucoup d'athlètes, les athlètes, les professionnels des médias et autres. Et c'est que la fête va prendre fin dans les environs de 14h. Alors, combien de personnes sont attendues approximativement? C'est ouvert à tous les professionnels des médias? Oui, c'est ouvert à tous les professionnels des médias. Pour le moment, nous sommes déjà à près de 200 qui se sont déjà inscrits avec les athlètes parce qu'il y a les handballeurs, les handballeuses qui sont aussi dedans. Donc, c'est tout un mélange. C'est des équipes mixtes qu'on va former pour s'essayer au beach handball. Alors, ce sera donc... un brassage Tanguy, vous êtes aussi invité. Hein? Alors, Damien, on va finir avec cet entretien. Votre mot de fin. Ouais, nous invitons tous les professionnels des médias, tous les athlètes, tous les passionnés du beach ou du handball. Même Tanguy, qui est un footballeur, qui est un défenseur titré, il peut laisser le jeu du samedi prochain et pour venir nous rejoindre au niveau de la plage Erevan pour que la fête soit belle. Merci beaucoup Damien Tolomissi. Je rappelle que vous êtes le 3e vice-président de l'association de la presse sportive du Bénin, chargé des relations avec les autres associations. Et donc, dans le cadre des journées médias Bénin 2024, l'APS et Elan Média tiendront bien entendu cette journée médias 2024, bien intitulée bien entendu le professionnel des médias à la pratique du beach handball, une initiative bien entendu pour mettre en lumière les efforts de la Fédération béninoise de handball sur ce volet-là, bien précisément. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. Bonne journée, Damien. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, Damien. Allez, retour sur ce plateau, hein. On va parler d'autres actualités. Ali Momouni, on va s'intéresser un peu au guépard des U18 scolaires du Bénin qui d'ailleurs ont pris part à Cotonou, ont pris départ de Cotonou hier mardi pour Dalian où ils prendront part à la Coupe du monde scolaire de moins de 18 ans. Oui, Tanguy, après donc 10 jours de stage bloqué qui a connu son épilogue ce lundi au stade d'Akasato, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, les guépards U18 scolaires ont embarqué bien entendu hier, comme vous l'avez précisé, à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, destination Dalian en Chine pour la 28e édition de la Coupe du monde scolaire. C'est une délégation composée de 25 joueurs du staff technique, conduit bien entendu par le directeur par intérim de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Demi-finalistes de la précédente édition au Maroc, Séverin Danha et Sepoulin sont logés dans la poule G en compagnie de l'Ouganda, du Taïwan et du Kenya. Il faut noter que la compétition va se dérouler du 17 au 27 mai prochain en Chine, c'est bien sûr plus précisément à Dalian, et va réunir 36 équipes scolaires de la catégorie de moins de 18 ans. Je dirais bonne chance simplement au guépard scolaire. Absolument. Allez, on va finir Tanguy avec cette petite brève qui concerne bien entendu l'UFOAB. On parlait hier des moins de 17 ans béninois qui sont déjà du côté d'Accra pour cette édition du tournoi qualificatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de U17. Et donc l'ouverture de la compétition démarre, c'est pour ce soir à partir de 16h à Accra, bien entendu. La rencontre mettra aux prises l'équipe du Ghana, pays hôte, face à l'équipe championne en titre de la Côte d'Ivoire à partir de 16h. C'est pour le compte de la première journée et le Bénin entre en compétition pour être précis le 18 mai prochain. Attendez. Merci beaucoup à vous, Ali Momouni, pour l'ensemble de ces informations sportives. Ah oui, la Coupe du monde scolaire de U18, parlez-nous-en un peu. Ça se tient où, quand et comment? Et comment voyez-vous notre équipe?
comme on le dit, la compétition démarre le 17 prochain et donc le Bénin participera à cette compétition qui est à sa 28e édition. Il faut préciser que pour sa toute première participation, c'était l'édition précédente l'année dernière du côté du Maroc. Le Bénin, on a vu le Bénin éliminé en demi-finale par une équipe française, mais d'une manière ou d'une autre, le Bénin avait un très bon groupe qui a réussi quand même à aller jusqu'en demi-finale. Et puis on a vu les performances des jeunes joueurs béninois. Je pense que cette année, ça promet puisqu'ils ont eu suffisamment de temps de mise au vert. Ils ont eu également à travailler pendant les différentes périodes de congés scolaires. Et donc, je pense que Séverin Danha et ses poulains ont eu suffisamment de temps pour s'armer, pour affûter. On peut oser rêver, ramener la coupe? Oui, c'est possible. Il est permis de rêver, mais on sait que sous d'autres cieux, ces jeunes qui participent à cette compétition également sont intégrés dans des académies qui sont, je dirais, très bien organisées, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est vrai que pour ce projet des classes sportives initié par le gouvernement depuis quelques années, on a pu constater que de bons produits sont sortis de ces initiatives, puisque avec les autres disciplines, que ce soit le handball avec le projet Nantes ou encore d'autres fédérations, ont réussi à attirer des jeunes à travers ces classes sportives, et c'est ce que fait le football d'ailleurs également. Et donc pour le cas du CG Saint-Tritan, on avait parlé bien entendu avec certains responsables où ces jeunes ont été gardés, je dirais, dans ce même établissement afin de pouvoir évoluer ensemble. Et je pense qu'avec ce projet, la cohésion peut-être qui est créée depuis plusieurs années entre ces jeunes, ça pourra donner quelque chose de bon. On a vu, s'il faut parler de la performance, on a vu ces jeunes participer à la Coupe d'Afrique des Nations scolaire. On a vu les enfants également à la Coupe du Monde. Et je pense que pour une deuxième participation, ils ont déjà engrangé, je dirais, peut-être suffisamment d'expérience pour pouvoir peut-être revenir avec un bon résultat. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup à vous, Ali. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, notre invité n'est toujours pas, en tout cas, en phase avec sa montre ce matin. Je vous propose qu'on fasse une pause rapidement. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison Chap-Chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix.
Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. On arrêtait de regarder la télé comme avant. Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal, même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer.
Rodrigue prépare sa petite portion de terre pour la culture contre-saison de la patate. C'est déjà le moment, en ce mois de mars débutant. Rodrigue n'est pas très avancé. Avec ses copains qui ont bien voulu lui porter un coup de main, il est passé la veille nettoyer son terrain, un modeste espace d'environ un demi-hectare. Aujourd'hui, il est là pour arroser le sol. On a dans une glodi, on a pas wali, on a pas d'eau, on a dans une régbe, on a pas de so, les jaouis, au dieu na itome. Kaka, bame. Ouais, dans science. 100 mètres, oui, on doit faire. 40, 100 mètres, oui, on doit faire. On doit faire. La quoi, dit gars, analo, la quoi, il boulot, le coupé de nous. Il y en a pas 10. 500, il y en a pas 10. Le don dans Sina, le science on va. C'est une belle fille qu'on faut. Des gens là, ils font pas dire, azani est là, bobo le dire, en tout là, et vous le dire. N'a pas coupa, elle m'a voulu à moi, elle a boire, elle a signé. En moins de 2 jours, c'est la deuxième fois qu'il se plie à cette obligation, dans une zone pourtant inondable, à peu près 5 mois sur 12 dans l'année. Mais à quoi dit Kaka na quoi dit bon dina jabana quoi fio dio ena na de ena na gwa ni aga ko saison ton amo dio na bo jiwa beo ena jade ji bo ji ko ena yon amoni akpo ji tan te me ana tun ro dina ja seme lo me seme die me ni jima ja bebo Susan Lokpo atari o bo jima ja ahan awa ete anze mo po mo wa fi na don do wele o me bo ene o wele lo fun ena mo vivo wele mi po edo tanon le on bo Susan aton atari le on bo Susan ene o yino ya ye ya o kofo to wa o to na gbon ji to egbon ji o efo ele kan were nu to na kudo ina le levo welio besoin si bon taquin son besoin si bon taquin alors taquin do et là do bon fille là et do côté ton voyez non do ni ai kun ba si on il a vous signé bon là les taquin bon là j'ai dit doji na j'ai dit na j'ai dit doji et besoin si on il na si no ko di japo e fo na taquin on Irriguer son champ appelle un grand investissement pour le cultivateur de patates. C'est le premier niveau qui épuise financièrement les cultivateurs de cette région.
Dernier bloc, j'ai dépensé 95 800. Un peu état de poids, un million de poids. Plus un essence. Un régulier moteur. Je ne sais pas si je vais mettre le code de l'amont. Donc, je vais mettre le code pour l'amont. Si vous voulez que les gens aient besoin de quoi? Tout le temps, à ma garder, mais en attention, il y a un problème visuel. Puis je garder, mais il y a aussi un dans son frère Dion. Garder Dion est communiqué avec l'eau, rivière d'Arro de Pau. Bon, mais il y a d'argent. Donc, d'argent, quand on coupe des. Bon, mais les gars, on sont noués, et il y a pas jour, il y a 5 000. Mais on a dans ce nouveau c'est 5 000. Au camp, il y a un lion, et il y a un camp de camp, Après l'épreuve d'irrigation, il faut engager un autre pari, celui de décrocher des manœuvres pour aider à labourer cette terre ainsi mouillée. Il faut trouver son équipe au plus en 24 heures. Deux jours après l'irrigation, les laboureurs sont à l'œuvre. C'est une équipe constituée d'amis, disponible pour proposer ses services et ses bras pour labourer. Mais là, il faut prévoir de quoi les satisfaire. Si gâteau est mort, ouais, c'est grec pour le bébé. Donc ils font le gâteau mais le lait quoi, il y a des hommes, le lait pour faut quoi. Mais pour tabac ouais. Pas le lait. Quand des lait dio, ok, 296. Oui mon. Coba na le glio akwe jan mo wa hugbe wa we akwe na mo na do le glio ama mo kwe a awe ni mi no se awe kwe ton ta mi no ba gbe to le mi na po glio le he mi le mi no ba do go mi de bo mi je fini o glio le na do ya peri bo mi na bro ai kungba bo ame wende ai kwa mo do mo di o so de wa yo machine pop de no dusi yo wa yo yi mo wa dusi sin to gbo me to da ho me we mo don do ai kun gba yi bo ai kun gba o e bo en dusi yo adusi yo bo pe me o na bo de bo we no bo mi do le din ama don deji ase o le a o na mi de yo ga yi bo ku lo pe ni o me ku lo me mi wo pa mi le na mi de o normal ajikulo de wa o lo tagba do mi do ate aluwe me do ai amo me do ai kun gbanle don mo do don mi jura le gri ya go de weli yo don amo ile na ana khaya ana do ko no do yin khaya ikun gbanwe de ko ma gbere ka je so e lo e wa gbe me nu gbere po ba e do e kati de mi do mi din yo e no me le ko no 5000 do gbere po donc e a me disi wa fne din yo mais ça me dit c'est un jour. Et les deux, avec Mathieu si vous voulez, et à Gaëtan, mais c'est là, d'ailleurs, il le gris. Mais Dieu, et même il a des filles, et moi. Après une lutte acharnée contre la terre avec une daba, les tâcherons marquent une pause. Il est près de midi et cela fait plusieurs heures qu'ils sont courbés. Il faut bien céder aux exigences du corps qui veut souffler un moment.
Ni les gbanou nous propriétaires dion. Na tout là. Mais les et de 5000 de gomitan. Bon, j'ai quoi 5000. Ma retraite. Ma retraite à son moment de retraite. Parce que mais on des quoi bon mais wa moyo et de retraite y ko yo et à quoi de transfert de bon wa ne ko bu bulo le ou jan wa you know. Les laboureurs ne sont pas les seuls ouvriers sollicités pour la culture de la patate. Il faut aussi les femmes qui doivent profiter de l'humidité du sol pour mettre en terre ce qui deviendra plus tard ces plants de patates. Dès l'année 70, dès l'année 70, il a deux mois où il est, il a soit 5 000. À deux mois, il a 10 000. Il a soit 1 000. Il a beau 100 000. Il y a des hommes qui ont des badano, mais ils ont des glaisons, mais ils ont des. La période de plantation reste la dernière étape de la première phase de pression pour la culture de la patate. Il faut bien connaître le temps pour ne pas planter ni trop tôt ni trop tard. Et dans un contexte de village, les cultivateurs se fient au changement du temps et à ses caprices qui peuvent être aussi trompeurs. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison Chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs.
nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur air froid inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Le Bénin, le Niger, toujours pas contents l'un de l'autre, et puis les déclarations qui fusent de part et d'autre, par-dessus les deux frontières, même si l'une est encore fermée, il n'y a que les échos parviennent, en tout cas à chacun des deux pays, chaque fois que l'un pose un acte ou fait une déclaration. Comment est-ce qu'il faut sortir de cette spirale de déclaration, de prise de position et surtout d'accentuation, je dois dire, des positions et du contexte? Eh bien, c'est ce dont on va parler ce matin avec les acteurs. Ulrich, bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Alors, c'est vrai qu'on a vu, au-delà, je dois dire, des autorités directement impliquées dans la gestion de leur pays. Chacun, il y a désormais que les partis politiques se sont mêlés, les acteurs à divers niveaux donc de la structuration de la société des deux pays se sont mêlés. Aussi au Bénin, depuis hier, les partis politiques ont pris position officiellement, les groupes parlementaires ont beaucoup parlé dans la presse ce matin, mais il faut bien que ça s'arrête un jour. Comment on fait ça, Eric? Par où on commence? Je pense qu'il faut fondamentalement renouer avec le dialogue. Et cela doit pouvoir exister entre deux États qui, à la date d'aujourd'hui, comme on dit, n'arrivent plus véritablement à s'entendre sur un certain nombre de points. Vous l'avez évoqué que plusieurs personnes s'impliquent aujourd'hui. Les partis politiques ont donné leur position sur le sujet, ce qui est tout à fait normal. En tant que parti politique, ils se doivent de se prononcer. Déjà que à travers les accusations qui sont portées sur le Bénin, cela touche chaque individu dans sa dignité et dans son droit d'être citoyen d'un État souverain. Donc c'était tout à fait normal que les partis politiques puissent véritablement se prononcer et aussi faire des propositions. Et quand j'ai lu les différentes déclarations, je résume sur cette position commune, n'est-ce pas, de dialoguer, de recherche de paix, de consensus, n'est-ce pas, sur ces questions qui divisent. Mais moi, je pense que avant la recherche de toute solution, on doit pouvoir s'accorder du fait que entre des États, il y a des accusations qu'il ne faut pas porter sur soi. Vous savez, quand vous accusez un État, n'est-ce pas, de détenir des bases militaires ou en forme de terroristes, donc vous imaginez, je pense qu'on est allé trop loin. Donc, est-ce qu'on veut faire croire à l'opinion nationale et à l'opinion internationale qu'aujourd'hui, le Bénin est un État qui fait dans la formation des terroristes? Non, je pense que c'est suffisamment grave. Et cela peut nous amener à perdre des investisseurs à l'échelle internationale. Qui a envie d'aller investir dans un pays où on fait la formation de terroristes dans l'objectif d'aller attaquer un pays voisin? Et ça, même dans la recherche des solutions de paix, de consensus, de dialogue, on doit pouvoir dire à nos autorités du Niger qu'il y a certaines choses, il y a certaines déclarations, n'est-ce pas, qu'il faut pas porter. Et qu'on aille encore plus loin en demandant, posant comme condition la fermeture des bases militaires. Cela nous renvoie à une forme d'ingérence, n'est-ce pas, dans les affaires sécuritaires d'un État qui a quand même le droit. Et là, j'émets des hypothèses. Je suppose que nous disposons des bases militaires. Est-ce que nous n'avons pas le droit que pour des questions personnelles propres à notre sécurité, qu'un État décide, en fonction des enjeux sécuritaires qu'il a, de disposer d'une base ici, de disposer d'une base là-bas?
En quoi cela devrait déranger? Est-ce que le Bénin s'est prononcé ouvertement sur l'installation des nouveaux partenaires, n'est-ce pas, à notre État voisin sur le sol? Je pense que non, et cela n'a jamais été le cas de notre pays d'ailleurs. Et donc, il y a ces préalables qu'il faut véritablement régler et faire savoir à nos autorités du Niger qu'on ne peut pas traiter son voisin de cette façon. Après, comme l'a recommandé le professeur Tokpanou, on peut voir aujourd'hui une diplomatie informelle parce que le chef de l'État l'a rappelé qu'il a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui n'a pas été reçu. Donc je suppose que la diplomatie officielle, pour l'instant, n'est pas ce qui paye le plus. Et donc il faut voir un peu dans un cadre informel les personnes qu'il faut associer, n'est-ce pas, pour essayer de renouer avec les discussions et faire table rase, n'est-ce pas, de tous ces sujets qui pourraient, bien entendu, amener chaque parti à rester campé dans sa position. Alors, comment on fait par rapport à cette situation? Comment on amène les deux parties d'abord à discuter? C'est vrai que les prises de position, les déclarations sont allées assez loin, que ce soit du côté de Niamey que de Cotonou. On a quand même fait un certain nombre de déclarations, on a posé un certain nombre d'actes, mais cela, c'est du passé, la situation est là. Comment on s'en sort, William? Même si c'est encore frais dans la mémoire de certains qui sont encore rancuniers, je pense que le moment est arrivé pour passer à autre chose. Je pense qu'on n'a qu'un seul remède: le dialogue, la négociation, les échanges, les conciliabules, les rencontres, les menées, je ne sais pas, mais quand même pouvoir échanger par personne interposée, par l'intermédiaire d'une tierce personne, par médiation, formelle ou non. On parle maintenant de diplomatie informelle. Quel que soit le contexte dans lequel on s'inscrit, il faut que les autorités de fait du Niger puissent discuter aujourd'hui avec les autorités béninoises au plus haut sommet de l'État. En fait, cela va de soi, puisque j'ai toujours été dans l'optique de ne pas savoir, de ne pas chercher à comprendre ou à déceler qui est plus perdant que l'autre dans ce bras de fer. Parce que je pense que pour avoir entretenu une fraternité de tout temps, pour avoir entretenu des relations économiques vieilles comme l'existence de nos deux peuples, aujourd'hui il y a une interdépendance qui ne dit pas son nom. Il y a aujourd'hui une dépendance mutuelle du point de vue économique, du point de vue social, au niveau de nos États. On se rendra compte que le Niger quitte la CEDEAO officiellement ou réellement ou non, que le Niger soit bascule dans l'illégalité, rompe totalement ses relations diplomatiques. J'imagine même un cas extrême dans lequel il y a rappel peut-être de l'ambassadeur, rupture des relations diplomatiques, il n'y a plus de siège de représentation diplomatique nigérienne au Bénin, vice-versa. J'imagine les contextes les plus graves et gravissimes comme cela ne peut s'imaginer dans cette crise. Même si on en arrivait à ces extrémités, les deux peuples commerceront, les deux peuples seront obligés de se côtoyer, de vivre ensemble en raison des liens sociaux, des liens de tout temps que nous avons eus. Et donc, quand j'imagine que le niveau de pourrissement de la situation, que la situation s'envenime jusqu'à une extrémité ou l'autre, les peuples seront obligés de vivre ensemble, les peuples seront obligés de dépendre l'un de l'autre. Attention donc à ne pas laisser les escalades diplomatiques en arriver aux extrémités et surtout recourir au plus tôt à des échanges. C'est sûr que j'aurai la chance de revenir sur le type de médiation qu'il faut. Je les ai énumérés sur ma fiche qui conduit cette émission. Il y a quand même la proposition de l'ancien chef d'État béninois Nicéphore Dieudonné Soglo qui a parlé du cas des anciens chefs d'État. Il y a la diplomatie formelle, même si elle tâtonne sur la question. Il y a la diplomatie informelle que vous aviez évoquée tout à l'heure, les institutions de la sous-région, le Parlement de la CEDEAO par exemple, ou même, je dois dire, des partenaires internationaux aux deux pays, la Chine par exemple, ou peut-être la Russie dans une certaine mesure. En tout cas, on va explorer tout cela. Mais Ulrich, déjà, comment est-ce qu'il faut les faire venir à la table et qui peut les faire venir à la table?
D'abord, pour venir à la table, il faut que les deux parties acceptent de venir à la table, parce que c'est de là que tout Est-ce qu'ils commence. peuvent venir à la table Oui. dans le contexte actuel? Pourquoi pas? Tout est possible. Vous savez, quand il y a deux parties qui sont en opposition, il faut toujours trouver le moyen de les ramener à la table. Juste que il faut quand même des personnes, enfin que ce soit des personnes physiques ou morales, qui d'une certaine manière arrivent à discuter clairement avec les deux parties. Et il y en a tellement. Il y a par exemple la Chine qui est déjà carrément leur premier interlocuteur, qui d'une certaine manière travaille déjà avec les deux États. Donc la Chine est bien placée pour pouvoir le faire. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'un État qui est assez loin des deux pays voisins viennent faire ce travail-là, même si cet État a la possibilité, a même les moyens de le faire. Ouais, on a d'autres pays de la sous-région, oui, qui sont juste à côté et qui peuvent également jouer cette médiation. Il y a des pays qui sont bien avec le Niger, qui sont bien avec le Bénin, qui peuvent accompagner justement cette modulation afin que le résultat soit donné. Et l'autre aspect encore, quand on laisse les pays de côté, il y a les institutions. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a la CEDEAO, il y a d'autres structures également qui peuvent en parler. Encore qu'aujourd'hui, la CEDEAO vis-à-vis du Niger, vous savez déjà un peu qu'il n'y a pas trop, que le courant ne passe pas trop à ce niveau. Regardons maintenant le côté personne physique plus précisément. Nous avons vu l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui parlait du cadre du Conseil des anciens chefs d'État qui peut intervenir justement les différentes possibilités qui existent, qui peut intervenir justement, leur opportunité et aussi leur faiblesse. Vous avez commencé à évoquer le cadre de concertation des anciens chefs d'État en Afrique. C'est vrai que c'est un creuset d'hommes assez responsables, qui sont pétris d'expérience, qui avait bâti justement son aura autour de l'ancien président sud-africain, paix à son âme, Nelson Mandela. Mais est-ce que le creuset n'est pas suffisamment inactif pour avoir aujourd'hui encore des contacts? Et n'oubliez pas, quand on dit ancien chef d'État, ceux qui sont là-dedans, ce sont des gens d'une certaine génération qui n'appartiennent pas forcément, dont les réalités ne sont pas forcément celles de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est justement tout ça qui joue en faveur de ce conseil, parce qu'ils sont d'un certain âge, ils sont d'une certaine génération. Et comme vous le savez, en Afrique, le vieillard assis voit plus loin que le jeune homme debout. Et fort de leurs expériences, fort de ce qu'ils avaient déjà vécu, ils peuvent proposer des solutions, des solutions pour des sorties de crise pour les deux États. L'essentiel aujourd'hui maintenant, ce n'est pas que ceux qui conseillent, ceux qui veulent faire la médiation. Il faut que ces deux parties acceptent véritablement. Parce que quand ces deux parties n'acceptent pas et qu'une partie reste figée, campée dans sa position, nous aurons du mal à les ramener à la table. Et quand vous voyez les différentes décisions qui sont en train d'être sorties, on constate que c'est un jeu de ping-pong, c'est un jeu des jets de décision de toutes parts. Il y a d'abord Cotonou qui sort sa décision, on voit le Niger qui prend aussi d'autres décisions. Et maintenant vous constatez que c'est les deux peuples qui commencent par vraiment empathie. La preuve, du côté du Niger, on entend déjà, on reçoit déjà des informations selon lesquelles les transporteurs ne veulent pas vraiment prendre le corridor qu'on leur impose, tout simplement parce que ce corridor est assez difficile, assez pénible et difficile à vivre. Le risque, on ne va pas revenir sur les conséquences, les difficultés que les gens vivent. On veut trouver une solution. On va besoin de cette difficulté justement pour trouver la solution. On a commencé à évoquer justement le cas de concertation des anciens chefs d'État. C'est l'ancien président Nicéphore Soglo qui l'a proposé. Est-ce que c'est pertinent ça? Pour moi, c'est pertinent. J'y vais de go. En fait, vous voyez l'expérience. Quand vous prenez le président Soglo, c'est en son temps, au Bénin ici, que la CEDEAO a pensé pour la première fois à un recours à la force militaire en Sierra Leone, par exemple, si mes souvenirs sont très bons. Qu'est-ce qu'il en a tiré comme leçon? Il le sait. Et vous savez, pour moi, il a été très loin dans son interview accordée à un des médias en ligne de la place. En fait, j'ai senti un agacement au point où il n'a pas mesuré forcément certains mots. Pour moi, j'y vois une expérience, une leçon tirée d'une certaine posture adoptée à un moment donné de l'histoire. Et il voit peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires sont en train de commettre les mêmes erreurs.
pour moi, c'est une expérience valable pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. J'ai parlé de décalage d'expérience, de décalage de réalité. Et c'est justement 1991, 1996, ça n'a rien à voir avec 2021 et 2026. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais est-ce que les États ont pour autant changé en 30 ans? Je ne pense pas. Est-ce que le continent, sa géopolitique, sa place dans le monde, dans le tiers-monde, États du Sud, et sur les questions des minéraires ou des ressources naturelles comme celle-là, comment est-ce que l'hégémonie des autres l'emporte? Comment est-ce que les intérêts des autres peuvent nous amener à nous manger le nez à l'intérieur de nous-mêmes, juste pour des petites préventes que nous prenons là-dessus? Et donc, pour moi, ces contextes n'ont pas substantiellement changé. Il a parlé également des autres chefs d'État, l'ancien président mozambicain, l'ancien président tanzanien, ceux-là qui sont encore ghanéens, qui sont encore le Nigérien Obasanjo, ceux-là qui sont encore là aujourd'hui et qui peuvent faire une médiation. Pour moi, avec leur expérience, c'est possible. Je ne dis pas que c'est la meilleure médiation. Je ne sais pas s'il y en a une meilleure, mais pour moi, toute médiation qui pourrait faire bouger les choses en est une. Je pense aussi à la médiation économique. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, même si je ne le dis pas fièrement en tant qu'Africain, que la Chine a beaucoup d'intérêts économiques aujourd'hui qui font qu'elle n'a pas intérêt à ce que... On va voir pour le cas de la Chine tout à l'heure. Éric, sur le cas de la proposition des anciens chefs d'État. Ce n'est pas les solutions qui manquent. Il y a une panoplie de solutions qu'on peut justement exploiter. Oui, nous restons des Africains et nous savons quel respect nous avons pour les aînés. Et quand ça brûle dans une maison, on peut avoir le réflexe, n'est-ce pas, d'aller vers les aînés, de les solliciter pour une médiation. C'est très normal et on peut justement l'exploiter. Mais dans la recherche de ces solutions, il y a un ingrédient important, c'est la volonté. Est-ce que les autorités du Niger aujourd'hui, dans l'état d'esprit qu'ils prennent, je commence d'abord par le Niger, parce que vous savez, quand vous prenez la dernière déclaration du chef de l'État, dans cette déclaration, il y a déjà l'expression d'une volonté de discuter, de dialoguer. Quand un chef d'État vous dit, si demain, enfin, les autorités du Niger posent un acte ou essayent de rentrer en contact avec les autorités du Bénin, c'est qu'on peut discuter. Et ça, c'est la dernière déclaration du chef de l'État. Ce qu'on n'a pas de l'autre côté des autorités du Niger qui ont posé... Je finis rapidement. Je finis. Mais il y a une condition qui a été posée. Il y a une condition qui a été posée. On dit d'abord de fermer des bases militaires françaises qu'on a d'abord sur le territoire. On a mis une condition. Vous voyez, donc, ça vient verrouiller un peu. Donc, il faut forcément il faut une volonté, il faut l'expression vraiment d'une volonté. Voilà. Mais la diplomatie jusque-là, c'est vrai qu'on a le Niger a refusé de recevoir par 2 fois, je crois. D'abord une délégation de la CEDEAO, puis après une délégation du Bénin, si mes informations sont exactes. On a l'impression que côté diplomatie... C'est aujourd'hui, on le sait, sinon à l'époque on disait le vol avait un souci. On ne savait pas que c'était un refus. Je crois que même ceux qui faisaient partie de la délégation, c'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'ils ont eu un problème avec, c'est pas moi... le vol qui devrait... Oui, la climatisation de leur vol, ou bien, bon. je sais pas. Donc aujourd'hui, on sait que aujourd'hui, maintenant, c'est que c'est un refus. Aujourd'hui, on sait que c'est un refus. Oui, on a l'impression qu'en tout cas, pour ce qui est formel côté diplomatie, que ça n'a pas beaucoup d'écho et d'attention à Niamey. Ça n'a pas beaucoup d'écho, tout simplement que la tension est partie d'un point bien précis. Vous savez, la position du Niger s'est beaucoup plus endurcie vis-à-vis du Bénin par rapport à un point. C'est à partir du moment où on a commencé par parler d'une probable intervention de forces militaires au Niger. Et là, le Niger a durci sa position. Et quand on a vu la position que le Bénin a jouée pendant que la communauté de l'Afrique de l'Ouest sortait sa décision, on a senti que le Bénin s'est mis un peu comme un porte-flambeau de cette décision et d'une certaine manière donnait aussi le ton qui ne rassurait pas le vis-à-vis. Du coup, les autres se sont ravisés. Vous voyez, en termes de diplomatie, quand déjà vous donnez un ton assez fort et que d'une certaine manière, l'autre aussi commence par s'inquiéter ou par se méfier de vous, cela ne peut que donner un tel résultat. Ce résultat, vous l'avez vu, il y a eu un gel dans la diplomatie entre le Bénin et le Niger et
qu'on le veuille ou non, la CEDEAO et le Niger, ce n'est pas trop la lune de miel. Et quand on voit la position du Bénin par rapport à la CEDEAO et au Niger, ce n'est pas non plus la lune de miel, parce qu'on s'est dit que le Bénin était devenu un peu comme, c'est vrai que c'était le porte-voix, mais en même temps, le ton. Vous savez qu'en diplomatie, il y a la décision, mais il y a aussi les mots utilisés, la fermeté des mots. Et tout cela, le Niger les a notés. Donc nous devons comprendre que d'une certaine manière, quand on parle de diplomatie, il faut savoir négocier. Et c'est ça justement qui a un peu impacté sur la diplomatie. Mais moi je pense que tout ceci étant derrière nous, puisque la communauté internationale... Est-ce que la diplomatie peut faire quelque chose? La diplomatie peut aujourd'hui faire quelque chose. Les ministères des Affaires étrangères peuvent s'appeler? Oui, bien évidemment, c'est bien possible, parce que quand on parle des affaires étrangères, ce n'est pas seulement en temps de paix. C'est aussi en temps de difficulté, en temps de tension. Pendant la tension, il faut que ces deux États, il faut que ces deux États puissent parler à travers leur... On va dire qu'on arriver à Franck rapidement. Franck, on parlait depuis que vous... Enfin, depuis que cette émission a commencé, en tout cas pour l'étape des débats, on parlait un peu des possibilités de discussion entre le Bénin et le Niger. Et quand vous n'étiez pas là, on a évoqué, je dois dire, les avantages et les possibilités que les anciens chefs d'État d'Afrique puissent intervenir. Actuellement, on est en train de parler, je ne sais pas si vous aviez suivi, de la possibilité pour la diplomatie formelle d'apporter une solution. Vous pensez que c'est possible là? Oui, pourquoi pas. Dans une situation comme celle que vivent le Niger et le Bénin aujourd'hui, je crois que aucun apport ne sera de trop. Lorsque vous voyez un peu ces chefs d'État qui ont gouverné pendant des années, ils ont de l'expérience et ils étaient le patron de la diplomatie en son temps. Et donc, ils maîtrisent un peu les rouages de la diplomatie, ce qu'il faut faire lorsqu'il y a ce genre de situation. Et donc, je pense que c'est une piste possible qu'on peut explorer pour trouver une solution à cette crise-là. Mais je voudrais savoir sur quelle base ces chefs d'État vont se proposer en tant que médiateurs. Vous savez, ça marchait bien lorsque la CEDEAO était en contre-griffe, une institution qui portait un peu ces cadres-là, ces chefs d'État, qui les envoyait, qui les mandatait, voilà le mot que je cherchais, pour essayer d'aller discuter véritablement. Aujourd'hui, la CEDEAO a été désavouée par le Niger. La CEDEAO n'est pas du tout en odeur de sainteté avec plusieurs pays dans la sous-région. Est-ce que ce cadre de concertation, à lui seul, ou ce cadre des anciens chefs d'État, à lui seul peut s'engager dans la résolution de cette crise? C'est une question que moi, je me pose. Je sais que sociologiquement, politiquement et diplomatiquement, cette crise-là va laisser forcément des séquelles. Et si nous ne les gérons pas bien, nous allons nous retrouver dans une situation qui va s'étendre sur des générations. Et donc, moi, je propose que, au-delà de ces chefs d'État, moi, je pense que aujourd'hui, les deux États, Niamey et Cotonou, doivent pouvoir lâcher un peu du lest et désigner des médiateurs. Ce n'est pas parce que vous acceptez de désigner des médiateurs que vous avez déjà accepté toutes les conditions que vont proposer ces médiateurs-là. Et donc, une solution holistique aujourd'hui nous éviterait des fissures, surtout entre les deux peuples, parce que les deux peuples observent bien la situation. Vous voyez, même du côté du Niger, il y a des transporteurs aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises là-bas. Ici, en interne également, on en rencontre qui ne sont pas d'accord. J'ai raté de peu d'avoir un transporteur ce matin. Voilà. Et Dieu seul sait aussi qu'il a une position dans cette affaire. Eric, rapidement, sur la question de la diplomatie formelle. Oui, bon, là-dessus, moi j'ai encore en souvenir cette image où, dans le cadre du projet de pipeline, nous avons reçu les autorités du Niger, qui ont échangé avec les autorités du Bénin, notamment les directions de la douane. Donc je suppose que à ces rencontres, à ces échanges, ils se sont sentis chez eux. Ils ont eu des rencontres d'échanges assez fournies, ils ont visité le site. Et donc, comment comprendre qu'aujourd'hui cela soit impossible, du coup, n'est-ce pas? Quand on estime que le Bénin est devenu pour un État ennemi où on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus se dialoguer. Il y a quelques jours en arrière, cela avait été possible quand même. Donc, c'est cet esprit dans lequel moi je voudrais ramener encore
et à la fois les autorités du Bénin, mais aussi nos amis du Niger, puisque si ça a été possible hier, c'est que ça peut être encore possible aujourd'hui. William, on parle de diplomatie formelle, hein. C'est vrai qu'on peut voir tout de suite les deux ministres en charge des affaires étrangères des deux pays, mais il faut aussi peut-être espérer aller au-delà. Et c'est vrai qu'on a évoqué aussi le cas des anciens chefs d'État. Bon, lui, c'est un chef d'État ancien de son pays. Certes, il a été médiateur de la sous-région. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a encore le téléphone, dans son téléphone, un répertoire encore riche. Je veux parler de l'ancien président du Burkina Faso, par exemple, qui a quand même joué un grand rôle en termes donc de médiation dans la sous-région. Est-ce que les chefs d'État en poste aujourd'hui ne peuvent pas aller discuter avec leur père Tinubu, le Togolais, le Ghanéen, l'Ivoirien, le Sierra-Léonais, et même, je dois dire, le Bissau-Guinéen, par exemple, aussi, qui a quand même géré la CEDEAO récemment. Est-ce que ceux-là, pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils regardent, ils sont spectateurs comme ça? Non, ben, ils se rendent compte qu'ils ont incendié la maison. Moi, au temps fort de la crise, j'ai dit que la conférence des chefs d'État et de gouvernement est passée à côté. Et toutes les fois on nous faisait croire qu'il y a autre chose que la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour décider du sort qu'il fallait appliquer au Niger, je disais non à tous les invités qui venaient par ici. Je disais mais non, les chefs d'État ne subissent pas les décisions de la CEDEAO, ce sont eux qui les prennent. Ce sont eux qui représentent souverainement leurs États et qui prennent leurs décisions. Ils ont gaffé sur le cas du Niger et aujourd'hui ils se méprennent. Ils ont du mal à prendre la parole. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas pour autant qu'ils sont exclus de discussion. Vous voyez, le Niger pense que nous entraînons des terroristes. Et là-dessus, j'aimerais faire une brèche. C'est aujourd'hui que, par rancune, les autorités nigériennes ont des déclarations extrêmement fortes et violentes envers nous. Mais au temps fort de la crise, nous aussi, même des autorités diplomatiques, des gens ont sorti des propos qui ont, à la limite, scandalisé les autorités nigériennes. On en est allé même presque à des injures à leur endroit, des autorités officielles de nos États. C'est aujourd'hui, ne soyons pas amnésiques. Souvenons-nous, nous sommes donné des coups mutuellement. Aujourd'hui, nos coups sont beaucoup plus frais parce qu'ils sont récents, ceux que le Niger nous donne, mais on a accepté que le Niger joue les rancuniers aujourd'hui, tout simplement pour avoir encaissé un bon moment durant. On est même presque allé traiter les autorités nigériennes de bandits. Je n'invente rien. En fait, quand c'est comme ça, reconnaissons que de part et d'autre, nous avons fauté. Moi, je ne me mets pas dans la posture. Je ne me mets même pas dans la posture de ceux qui donnent des leçons aux autorités nigériennes. Je ne suis pas dans ça. Mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Les chefs d'État, vous savez, sur le cas, le Niger pense que nous entraînons des terroristes. Mais par contre, au Mali, on est allé jusqu'à dire que les soldats ivoiriens, les 46 venus sur le territoire nigérien et le territoire malien étaient des mercenaires. Pourtant, on a trouvé un dénouement à cette crise. Nous, on n'est pas encore allé... Merci à Foy Yassingbe. Merci à Foy Yassingbe au passage. C'est-à-dire quoi? Nous, on n'est pas encore allé au Niger. Donc, si entre Ouattara et Goïta, c'est la huile de fiel, mais qu'on a pu trouver un juste milieu avec un gouvernant en place qui démocratiquement n'est pas un modèle, mais dont on a pu tirer au moins ça, même s'il y a quelque chose de bon à tirer de lui, en fait, je me dis que si nous, on n'est pas encore allé à ces extrêmes-là aujourd'hui, c'est qu'il y a un moyen, et non seulement il y a un moyen, mais avec des chefs d'État. Mais voilà que celui qui a fait le miracle à Bamako, laissez-moi finir. Il profite bien de la situation. Laissez-moi finir. Oui, allez-y vite, William. Ça me prend beaucoup de temps. Oui, je finirai quand je dirai que, en fait, ils sont désavoués, ces chefs d'État en poste aujourd'hui, mais pas tous. Je suppose que tous ils ne sont pas désavoués. Et Patrice Talon a dit lors d'une sortie qu'il y a des autorités militaires de la sous-région avec qui ils discutent. Si c'est le cas aujourd'hui, pourquoi? Parce que tous trois militaires du Sahel, ils s'entendent. Pourquoi ne pas actionner tout ça? C'est-à-dire aujourd'hui, la solution peut venir des chefs d'État en poste, mais sachons choisir. Comme vous dites Tinubu, je suis d'accord parce qu'ils ont rouvert leurs frontières avec le Nigeria en toute douceur. Comme vous citez certains autres noms qui ont été moins, le Ghanéen par exemple, resté sérieusement timoré au temps fort de la crise. Pour moi, ce sont des interlocuteurs qui en valent la peine. Timoré et silencieux. Et silencieux, taiseux à la limite, hein, à un moment donné. Je pense qu'il y a des têtes en poste qu'on peut voir, on peut essayer de sélectionner en raison aussi de leurs affinités avec les gouvernants actuels du Bénin et on va trouver une solution. Les solutions, elles ne manquent pas. Peut-être qu'on peut se tourner, Ulrich, vers le jeune Burkinabé, puisqu'il s'entend bien avec le Niger, il est même enfermé dans l'idée d'une création d'une communauté avec le Niger. On s'entend relativement bien avec lui aussi à Cotonou. Absolument.
Absolument, et William l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs autres solutions. Au-delà des chefs d'État, que l'on appelle les chefs d'État démocratiquement élus, et ceux-là qui ont pris le pouvoir par les armes, il y a par exemple le Burkina. Vous avez parlé du Burkina, il y a aussi le Mali, vous en avez parlé. Mais si on fait ce choix, c'est qu'on valide. Non, je pense simplement qu'un pays de l'AES, ils se comprennent facilement. Un pays de l'AES, ils se comprennent facilement parce qu'ayant vécu pratiquement les mêmes réalités contre la CEDEAO. Donc je pense que c'est un canevas qui peut vraiment aider. Vous avez parlé du Togo, par exemple, qui a aussi joué un rôle important. Le Togo est bien placé actuellement pour jouer ce rôle. Ah oui, le Togo profite économiquement de la situation. Vous savez, la nature a horreur du vide. Et si le port du Bénin a été détourné vers le port du Togo, je pense que ça, c'est un problème économique à régler par les 2 États ou par les 3 États, c'est-à-dire le Togo, le Bénin et le Niger. Donc ça n'a rien à voir avec la crise qui est actuellement. Je pense que la nature a horreur du vide et c'est à nous de voir comment maintenant récupérer ce qui revenait au port de Cotonou d'une certaine manière. Mais le Togo peut toujours jouer ce rôle étant donné que le Togo s'entend très bien avec le Niger et s'entend très bien avec le Bénin. Donc nous avons une foison de solutions, mais ce que moi je déplore, vous savez déjà hier, écoutez les déclarations des différents groupes parlementaires, des partis politiques et autres, tout ça. Vous allez sentir que les mots reviennent et nous devons faire attention. Étant donné que nous avons des solutions, il faut qu'on fasse attention aux mots que nous sortons. Déjà, on commence par se titiller à l'interne entre partis politiques. On titille d'autres États, on estime que d'autres ont été des pourfendeurs et puis ont déstabilisé la communauté. Faisons attention. Ce Togo qui devrait nous aider et qu'on estime que d'une certaine manière, il y a des États qui ont affaibli la communauté dans sa décision. Faisons attention. Nous ne pouvons pas demander à des gens que nous sommes en train de titiller et leur demander en coopération économique. Merci. Leur demander encore de nous aider, ce sont difficile. Faisons doucement. Nous sommes dans une posture, il faut utiliser les mots doux parce que la diplomatie a besoin de mots doux pour l'instant. Nous ne sommes pas en guerre contre les autres États. On n'est pas dans une romance, Franck, on y va. Moi, je pense que dans cette affaire, chacun joue son rôle. On ne peut pas refuser, interdire aux partis politiques de ne pas apporter leur soutien à Patrice Talon. Ce qui se passe de l'autre côté du Niger, même je vous l'avais dit, les médias sont mis à profit, aller capter les chaînes nigériennes pour voir le discours qui est tenu. Chacun joue son rôle et dans le couloir qui lui est tracé. Ne pas le faire, c'est un peu comme si dans une certaine difficulté, vous n'apportez pas votre soutien à celui que vous avez porté, dont vous soutenez les actions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'État, par exemple le Togolais, et même au niveau de l'AES, je pense que Patrice Talon, et William l'a si bien dit, il a dit qu'il a eu même des coups de téléphone avec, il a échangé au téléphone avec certains d'entre eux, ou tout au moins un parmi eux. On peut toujours essayer ces pistes-là. Et l'arrivée des Chinois, si effectivement elle est confirmée, moi je pense que c'est également une piste parce que les Chinois demeurent aujourd'hui, disons, en griffe des médiateurs neutres qui peuvent faire l'affaire. Dans la sous-région, vous savez, politiquement, si par exemple ces anciens chefs d'État doivent intervenir, est-ce que dans la crise qui a secoué, disons, le Niger, est-ce qu'ils ont pris des positions qui ont arrangé le Niger? Tout cela va peser dans la balance. Si on parle par exemple de l'Ivoirien, le Togolais, c'est vrai que lui a adopté une posture qui aujourd'hui le met un peu, le place un peu comme favori dans cette médiation-là. Mais est-ce qu'en son temps, ils ont adopté des postures qui permettent aujourd'hui aux Nigériens de les accueillir à bras ouverts? C'est une interrogation. Dans tous les cas, les 2 États ont intérêt à ce qu'on commence pas à discuter véritablement. Parce que ça va un peu trop loin et si on y prend garde, c'est que nous allons nous retrouver le dos au mur et ça n'arrange aucun. Il y a quand même une dernière option. Si tout ce que nous avions exploré n'y arrivait pas, les institutions sous-régionales et continentales, même si curieusement, j'ai l'impression que ces silences radio là-bas, on nous regarde. On regarde Cotonou se débrouiller pour trouver une solution à la situation. Je n'aime pas qu'on présente la situation comme ça. Cotonou seul n'est pas en difficulté. En fait, c'est ça que parfois nos élus ne comprennent pas. On a comme l'impression que Cotonou seul est pressuré. De l'autre côté, on a 2 acteurs sur la scène. De l'autre côté, ils sont pressurés aussi. Oui, on a 2 acteurs sur la scène qui échangent des mots qui ne sont pas des mots amoureux. Et donc tous deux, ils se pressurent. Oui. Les 2 peuples vivent les mêmes difficultés. Et je dis qu'on a l'impression qu'au niveau de la CEDEAO, on laisse justement Cotonou se débrouiller face au Niger.
Alors, c'est pourquoi il faut s'appesantir sur Cotonou, c'est que si vous vivez des difficultés, vous êtes bagarré à un moment donné, pourquoi ne pas, disons, ouvrir la porte au dialogue? Et c'est ce qu'on ne comprend pas du côté de Niamey. On ne voit pas le dialogue, une certaine ouverture. Lamine Zen qui est intervenu. Moi, lorsque vous accusez un État souverain de tenir des bases militaires qui forment des terroristes, le mot est trop fort. Vous voyez? Et donc, nous, on ne peut que s'appesantir sur Cotonou pour dire Cotonou souffre. Cotonou voudrait qu'on ouvre le dialogue. Le chef de l'État était suffisamment clair. Si demain, il a dit, si demain, les amis du Niger veulent qu'on discute, qu'on trouve une solution, qu'il est partant. Et donc, on ne peut que s'appesantir sur Cotonou pour dire que nous sommes prêts au dialogue. On a vu Patrice Talon pratiquement, répéter mot pour mot au lendemain du coup d'État au Niger, mot pour mot les mots de Tinubu, qui voulait rester quand même ferme. Mais depuis, Tinubu ne répète pas les mêmes mots que Patrice Talon répète face à la crise. On a l'impression même que Tinubu n'existe pas. Peut-être c'est un silence observateur. Ah oui, dans ce qui se passe là depuis ce temps. Peut-être qu'on est en train d'observer, que ce soit du côté du Niger ou du Cotonou, comment est-ce que les choses ont évolué. On attend peut-être de voir au point de chute si entre-temps les deux États n'arrivaient véritablement pas à trouver une solution. Ces institutions peuvent vraiment poser des solutions. Mais après, vous savez que si ça vient de la CEDEAO, vous imaginez que le Niger va s'y opposer. Parce que entre le Niger et la CEDEAO, il y a déjà un problème. Vous voyez, voilà. Je ne vois pas les autorités du Niger accepter une médiation venant de la CEDEAO. Ça va être compliqué pour eux. Et c'est un peu ça aussi, un peu le choix au niveau des médiations. C'est que les États ont la possibilité de dire celui que vous me proposez par rapport à mes intérêts, à mes enjeux, je n'en veux pas. Proposez-moi quelqu'un d'autre. Et donc, que ce soit les institutions, que ce soit les chefs d'État, et les autorités du Niger et du Bénin peuvent aussi porter des réserves sur la personne de Is en fonction de sa position, de sa proximité avec tel ou tel pays. Ce qui est souvent conseillé, c'est vraiment des gens neutres, des gens qui n'ont pas vraiment une prise de position assez connue, assez tranchée sur l'un de ces pays, qui peuvent véritablement faire avancer les choses. William, pas de session extraordinaire des chefs d'État, pas même de communiqué dans lequel ils sont spécialisés. L'Union africaine aussi, pas de communiqué. C'est quand même bizarre, non? Non, en fait, je comprends ce mutisme officiel. En fait, ça envenimerait la situation. Parce que la CEDEAO serait obligée de défendre un État démocratiquement exemplaire comme le Bénin, même si on ne reproche plus les mêmes choses au Niger, on aurait du mal à être vu comme un réel neutre, et un élément neutre. Mais un appel à la paix, c'est simple, non? Un appel à la paix, par exemple, je suis parfaitement d'accord, on appelle au dialogue, une prédisposition de la CEDEAO à dire nous sommes là, entre les deux États, si vous nous sollicitez. Bref, ne serait-ce que pour... Nous suivons de très près. Des formules diplomatiques. Je crois qu'on peut faire ça. Justement, on devrait faire ça au moins pour la solidarité et l'assiduité avec laquelle le Bénin a exécuté la CEDEAO. Et si vous me faites la question que vous avez faite précédemment, je répondrai que Tinubu ne répète pas encore les mêmes choses que Patrice Talon, parce que Tinubu fait de la priorité, de l'intérêt national du Nigeria, une chose supérieure à l'intérêt communautaire. Aujourd'hui, il y a une leçon séculaire que nous devons retenir de cette crise. Pour rien au monde, nous ne devons prioriser un intérêt sous-régional, soit-il, ou régional, au détriment de l'intérêt de notre économie. Aujourd'hui, nous seuls... Aujourd'hui, on fragilise le groupe. Mais aujourd'hui, est-ce que ces autres États paient le lourd tribut que les transporteurs béninois paient? Est-ce que, quand le communiqué est sorti, pour que les immatriculations des autres pays soient admises à Niamey et autour, et que l'immatriculation du Bénin n'y est pas mise, est-ce que les autres se sont mis en cœur pour écrire que cher Niger, mettez le nom du Bénin? En fait, c'est là que, dans cette difficulté, chaque État pense à son économie. Et pour nous, et pour l'avenir, moi je ne donne pas des leçons de diplomatie à nos autorités, mais pour l'avenir, quand on dépend autant économiquement, Franck parlait tout à l'heure de la mine des autorités nigériennes. Je pense qu'ils sont sérieusement dans l'erreur, les Nigériens, s'ils pensent que les Béninois en pâtissent plus qu'eux. Les Béninois paient davantage que. Je pense que autant nous perdons, autant les Nigériens perdent dans cette crise. Et je dis, pour les fois à venir,
en ces matières, il faut vraiment prioriser l'intérêt national. Rapidement, vous savez, c'est ce qu'on ne comprend pas justement dans la posture du côté du Niger. Quand les sanctions sont tombées, qu'on a estimé que du côté du Bénin, on a fermé la frontière, le port a été fermé, puis tout ça, on a pris également les mêmes mesures du côté du Nigeria. C'est pour ça que cette fixation qu'on a sur le Bénin, plutôt que d'autres pays qui ont joué le Bénin, on n'arrive pas à comprendre. Vous mettez quoi dans la déclaration quand du côté du Nigeria, on a coupé l'électricité par exemple au Niger, de la même façon qu'on a coupé le port au Niger. C'était des issues assez économiques et difficiles pour le Niger. Donc on ne comprend pas pourquoi cette fixation sur le Bénin pour des décisions communautaires qui ont été prises. Et je suppose qu'au niveau de l'AES, puisque le Niger en fait partie, qu'au niveau de cette communauté, que décisions soient prises de façon unanime. Je ne suis pas en train de voir le Niger dire, bon, parce que la décision prise au niveau de l'AES va toucher notre pays voisin, je ne vais pas la respecter. J'attends de voir quel sera le comportement si au niveau de l'AES, une décision communautaire est prise et sera de respecter. Moi, je souhaiterais simplement que les deux parties reviennent à la table des négociations, parce que c'est le dialogue là, qui pourra vraiment régler ce problème, parce que d'une certaine manière ou d'une autre, on sait déjà qu'il y a eu des mots forts, des discours forts qui ont été faits au temps où les frontières ont été fermées ici, du côté du Bénin. Il y a aujourd'hui des mots forts qui viennent aussi du côté du Niger. Je pense que c'est de bonne guerre. Les deux parties essaient de défendre leur intégrité respective, mutuelle. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que ce sont les peuples qui en pâtissent. Les peuples du Niger, les peuples du Bénin qui en pâtissent. Et qu'on le veuille ou non, autant le Bénin a besoin du Niger, autant le Niger a besoin du Togo et du Bénin. L'essentiel pour nous, c'est de faire comprendre que ce soit les deux parties plaident et qu'ils doivent venir à la table. Il faut permettre à ceux qui peuvent intervenir de vraiment ramener ces deux parties. Surtout, le Niger a accepté un certain bémol pour pouvoir discuter. Franck? Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par baisser le ton. Il y a un ton trop accusateur du côté de Niamey et au niveau du Bénin également. Je pense que s'il y a des portes à frapper, à taper pour essayer de sortir des gens qui peuvent amener à la table de négociation, il faut le faire. Je pense que c'est pour cela qu'il existe dans chaque État des ministères des Affaires étrangères. Ce n'est pas seulement en période de paix que ces ministères-là ont toutes les valeurs pour les présentations de créances ou pour copie figurée. Quand les affaires étrangères sont les copies figurées. Moi, je ne suis pas initié. Je vois juste que des gens portent des cravates, ils viennent me présenter des feuilles et puis ça discute, ça fait photo et ça fait interview à la fin. Et puis au voyage, on va aux sessions de l'Union africaine, de l'ONU et tout. Je pense que c'est le moment de nous démontrer que en Afrique également, lorsqu'il y a des problèmes, nous pouvons régler. Parce que nous sommes deux pays en voie de développement. Et vous voyez, lorsque nous devons nous taloncher pour des problèmes... Le temps, il est complètement parti. On peut régler tout de suite. Ça fait 8h45. Et j'ai encore de rubrique à faire passer avant 9h. Vous savez, Tanguy, il n'y a pas longtemps que ça, nous avons vécu une situation pareille avec le Nigeria, où de façon unilatérale, le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin. Nous avons joué les indifférents en attendant que le régime passe. Non, pas qu'on a joué les indifférents. Nous avons pris acte de ces décisions et nous nous sommes adaptés à cela. Quand le moment est arrivé, où du côté du Nigeria, on peut renouer avec les discussions, on l'a fait. Tinubu est venu à Cotonou et puis aujourd'hui, les relations ont évolué. N'est-ce pas? Donc, même entre deux États, où en temps on a pris une décision, on peut toujours trouver une solution. Mais le blême pourrait dire, bon, d'accord, comme vous n'avez pas consulté avant de prendre votre décision de fermeture, nous aussi, restez dans votre coin, nous aussi, nous restons dans notre coin, on vous accuse de tout ce qu'on veut et puis on continue comme ça. Donc, je pense qu'on peut, franchement, quand bien même on s'est dit des choses pas plaisantes, à un moment donné, on peut s'entendre et puis repartir sur de nouveaux. Je crois que vous allez... Et là, j'avais pas vu les politiciens s'offusquer de ce que du côté du Nigeria on avait fermé cette frontière. J'avais cru que vous voulez proposer aussi qu'on reste en tout cas indifférent en attendant que... Non, ça n'a jamais été... Que le régime ça n'a jamais été... Nous ne sommes pas fautifs. Boiry a décidé unilatéralement de fermer les frontières. Mais pour le cas du Niger, nous nous reprochons des choses que nous avons faites précédemment et on nous tient... Ça, c'est selon vous, sinon du côté de la chancellerie béninoise, ils se reprochent absolument rien. Il faut se regarder dans les yeux. Et sur la question nigériane, jusqu'à je ne sais quand, je refuserai de croire qu'on s'était adapté et qu'on a été résilient. Il y a des gens dont nous dépendons avant même que l'État bénin soit créé. Et autant ils dépendent de nous, autant nous dépendons d'eux. Et dans les relations internationales, je refuse cette hégémonie des grosses puissances selon laquelle
parce que on a une plateforme tournante ou une façade maritime, parce qu'on a certains atouts, on pense qu'on est moins perdant. Quel que soit l'État, même si c'est le Grand Nigeria, même si c'est l'Afrique du Sud, même si c'est l'Égypte, je refuse que dans les relations diplomatiques, quelqu'un pense qu'il est plus grand, il est beaucoup plus puissant. Entre États du Sud ici, entre nous, je ne parle pas de... J'aime votre volonté de justice et d'équité. Hein, c'est très important dans les gestes comme ça. En termes de diplomatie, sauf que il y a eu une crise entre deux pays, enfin, entre des pays européens, et il y a un pays européen qui a couru pour aller voir, enfin, quand je dis un pays européen, son président, évidemment, qui a couru pour aller voir la Russie, pour lui faire des leçons. Et pour les indiscrétions qu'on a eues, la Russie a juste fait, juste une chose, a sorti les deux cartes géographiques pour montrer, je dois dire, l'étendue du territoire russe et l'étendue du territoire du pays européen qui est venu faire la leçon, pour montrer qu'en réalité, en diplomatie, on peut avoir pensé à une je parle de deux États. Vous allez sur ce que je ne comprends pas. Nous-mêmes, on n'a rien compris, en tout cas, de ce qui se passe actuellement au Niger et au Bénin. Après, vous aurez la revue de presse. Je vous souhaite une très bonne journée. Ce que moi je ne comprends pas, c'est le changement, peut-être, excusez-moi, de mentalité entre les dirigeants béninois. Parce qu'au départ, au prime abord, on a constaté farouchement la position de nous, nos dirigeants. Pourquoi subitement ça a changé? On ne sait pas. C'est vrai, il y a une adaptation qui dit alors les Rovio, alors les Donvi. Est-ce que c'est ça? Ou bien il y a autre chose derrière? Si tant est qu'il y a autre chose derrière qui s'entendent entre eux. Sinon, selon moi, ils n'ont pas besoin, en tout cas nos amis du Niger, le Bénin et le Niger ne peuvent pas dire qu'il y a tension entre eux. Le Bénin et le Niger, c'est deux pays frères, c'est deux peuples frères. Nous ne pouvons pas dénombrer le nombre de Nigériens qu'il y a au Bénin. De même, de l'autre côté aussi, c'est vice-versa. Donc, ils ont choisi de mettre la politique pour créer peut-être ce qu'ils ont refusé en Afrique du Sud. Peut-être qu'ils ont choisi de créer de la patrie au Bénin ou bien au Niger. Nous ne savons pas. Nous sommes là, nous voyons. Sauf que nous constatons que ce n'est pas seulement le Niger c'est pas seulement le Bénin qui en souffre. Le Niger aussi en souffrira. Ils en souffrent déjà. Notre président a été clair maintenant dans ses propos. Tout le monde voit clair dans ses propos maintenant. Mais voilà que le Niger, ils vivent encore dans l'incertitude. Ce que moi je ne comprends pas, ceux qui sont au pouvoir au Niger, c'est des militaires qui ont fait un coup d'État. Bon, je pense qu'avec le militaire, il faut savoir négocier. Puisque un militaire bien formé, surtout un militaire blessé de guerre, comme le cas au Niger, puisqu'ils ont fait un coup d'État pour être là, ils ont les yeux rouges. Donc je vais demander très respectueusement à son Excellence, M. Patrick Talon, de négocier avec une douceur. S'il faut passer par d'autres moyens pour négocier avec eux, je pense que ce sera une très bonne chose. Puisque ce que moi je comprends, le militaire est mort, il n'aime pas se soumettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Et devant le militaire, c'est de soumettre pour réclamer, c'est se soumettre d'abord avant de réclamer. Soumission avant de réclamer. Donc, sincèrement, je vais très respectueusement demander à son Excellence, M. Patrick Talon, de nous sauver. De nous sauver, de laisser tout, de laisser l'embargo sur le pétrole nigérien. Ils n'ont qu'à passer. Ça va profiter aussi le trésor public béninois. Ce que je ne comprends pas, une crise qui est née au Niger, le Bénin ne doit pas s'y mêler. Les règlements de la CEDEAO d'abord et les lois de l'ONU donnent à chaque pays et à chaque peuple sa souveraineté. Tous les ministres des Affaires étrangères le savent. Maintenant, il y a coup d'État au Niger. Pourquoi le nôtre s'est mêlé? Non. Mais la CEDEAO
dans les clauses de la CEDEAO, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires de l'État nigérien. Ils sont seuls responsables. Ils savent pourquoi ils ont fait un coup d'État. Mais je ne comprends pas. Le nôtre, par le biais de la CEDEAO, qui est devenu un machin de l'impérialisme français, et la CEDEAO a suivi les dictats de la France. On ira rétablir l'ordre par la force au Niger. C'est grave. Un gouvernement militaire qui est arrivé par un coup d'État, vous ne pouvez jamais. Jamais. Vous ne pouvez pas. Les militaires préfèrent mourir. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est après la sortie du chef de l'État béninois, après ces explications, d'abord on sent vraiment d'humilité dans sa sortie. On sent d'humilité dans ses explications. Mais ce qui est bizarre, malgré tout ce qu'il a expliqué, malgré tout ce qu'il a dit, le Niger est resté campé sur sa position. Et c'est ça qui nous hante et c'est ça qui nous dérange en tant que Béninois. En tant que Béninois, en tant que digne fils du Dahomey, en tant que patriote, ça me dérange énormément. Et je me pose la question, s'il vous plaît, je me pose la question de savoir, est-ce qu'au-delà de ce conflit, s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une main chinoise derrière ce conflit? Parce que ce qu'on reproche aux Béninois, c'est-à-dire la présence des bases militaires, notamment dans le nord, le Niger fait frontière également avec le Tchad. Et il y a également la présence de ces bases militaires au Tchad. Pourquoi la frontière n'a pas été fermée au Tchad? Le Nigeria, également, certes, il n'y a pas de base militaire au Nigeria, mais la frontière également est ouverte au niveau du Nigeria. Pourquoi le Bénin? Alors, je me suis recroquevillé sur moi-même. Je me suis dit que cette situation-là, c'est ce qui s'est passé avec le Nigeria, où nos compatriotes béninois sont rentrés dans cette situation du Nigeria et pour embêter le gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est exactement la même chose qui se passe. Et moi, je suis certain que, parce que quand nous prenons, permettez-moi d'aller droit au but, quand nous prenons les gens comme Kémi Séba, qui sont dans de très bonnes relations avec les autorités nigériennes, et quand nous parlons de Kémi Séba, il y a des ramifications directes sur les démocrates. Je pense que ça devrait avoir un lien direct avec cette situation. Merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Les tensions entre le Bénin et le Niger continuent de faire couler force, encre et salive. Approché par fraternité, le général Robert Bihan s'est prononcé sur le sujet. Nous sommes plutôt en face d'une situation qui appelle de nous Béninois patriotisme, retenue, discernement et solidarité autour des décisions du gouvernement de notre pays et de son chef qui a suffisamment fait preuve de sa bonne foi dans ce dossier. Le gouvernement du Niger dispose de tous les moyens, même satellitaires, pour se rendre compte que ces allégations sont erronées et sans fondement. Le général Tiani n'est pas censé ignorer qu'entre le Niger et le Bénin, il existe un lien historique de coopération dans plusieurs domaines, dont celui militaire, a déclaré le député à l'Assemblée nationale. De son côté, le matinal nous fait part de la position des partis politiques, tout en soulignant que pendant que le bloc républicain et l'UP, le renouveau, soutiennent Patrice Talon, l'Union islamique du Bénin suggère une médiation. Le soutien des partis de la mouvance a été manifesté à travers des déclarations lues au Parlement par des représentants de groupes parlementaires lors de la séance plénière du mardi 14 mai 2024. L'intégralité de ces déclarations est à lire à la page 11 du quotidien. Pour sa part, le Parti Les Démocrates s'est prononcé sur la crise entre le Bénin et le Niger lors de la session extraordinaire de la coordination nationale organisée le 10 mai 2024 à Cotonou. Entre autres propositions pour normaliser les relations diplomatiques, le parti présidé par l'ancien président Yahi Boni préconise, je cite, le dialogue respectueux des intérêts de toutes les parties,
notamment de l'aspiration fondamentale des peuples du Niger et du Bénin à la paix. Fin de citation. Toujours dans ce brûlant dossier de l'actualité, Matin Libre propose que l'ex-président Yahi Boni soit désigné médiateur en vue d'un apaisement des tensions. Pour le journal, la possibilité que l'ancien chef de l'État soit, à l'instar d'autres figures respectées au Niger, une pièce maîtresse dans le dénouement est à explorer. Mesdames et messieurs, Fraternité nous apprend que se tient à Cotonou, depuis hier, le 18e congrès de Interest. Cette conférence est un événement scientifique de premier plan sur le VIH-Sida en Afrique. Elle réunit des scientifiques du monde entier impliqués dans la recherche sur le traitement, la pathogénèse et la prévention du VIH. Son objectif est de partager les découvertes essentielles, de promouvoir la collaboration et de transférer des expériences dans plusieurs domaines et sur plusieurs continents, a fait savoir Benjamin Runkati, ministre béninois de la Santé. Des nouvelles de Sémékraké pour achever cette rubrique. Les agents de police en poste à la frontière de Sémékraké ont interpellé un individu dans la nuit du lundi 13 mai 2024. Il transportait des sacs d'oignons à l'intérieur desquels sont dissimulés des liasses en coupure de $100. Le montant de la prise est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Selon les informations rapportées par Nord-Sud Quotidien, c'est à la descente d'un bus que le passager a sollicité un pouce-pouce pour convoyer ses colis vers un taxi. Mais ses comportements lors du convoyage ont suscité des interrogations chez les conducteurs de taxi qui ont alerté la police. Fin de la revue de presse de ce mercredi 15 mai 2024.